Donc, comme évoqué, on va vous parler en fait du besoin de l'hébergement internalisé ou externalisé et de la nécessité éventuellement de passer la certification HDS avec ces différentes étapes, que ce soit la phase de réflexion jusqu'à la phase de décision, avec une grosse partie sur le retour d'expérience, et on laissera une large place aux questions en fin. Donc, comme présenté, Monsieur Florec, DSI du GHT d'Amiens, et moi-même, RSSI et DPO de Pictime Group Corail. On va vous présenter rapidement le GHT. Le GHT, donc le GHT Somme Littoral, groupement hospitalier de territoire, qui est composé qui compose les établissements à peu près de la Somme, un tout petit peu excentré vers le nord, d'où le nom, Somme Littoral Sud. On retrouve majoritairement le CHU d'Amiens, puisque le CHU d'Amiens représente environ 60% du budget de l'ensemble du GHT. Ensuite, nous retrouvons 2 établissements dans lesquels on pratique de la médecine chirurgie obstétrique, que sont le CHAM. Donc le CHAM, c'est le centre hospitalier de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer, et le centre hospitalier d'Abbeville, qui représentent chacun des deux environ 10% du chiffre d'affaires. Et puis ensuite, nous retrouvons les autres établissements qui sont certes plus petits, mais tout aussi demandeurs de services numériques. Peut-être on peut préciser la proportion que représente le CHU d'Amiens par rapport aux autres établissements. Donc, sur un chiffre d'affaires d'environ 1,1 milliard d'euros à l'année, le CHU d'Amiens représente 60%, le CH d'Abbeville environ 12%, le CHAM environ 10%, et les autres centres hospitaliers entre 2, 3 et 6%. Voilà. Merci. Je vais faire la précision parce que ça va être un point important dans le retour d'expérience de voir le contexte particulier de ce GHT. Ce n'est pas la même chose suivant les GHT. Et il peut y avoir des GHT beaucoup plus petits et des GHT dans lesquels les membres sont aussi d'une importance plus répartie. Côté Corail, qui est l'entité du secteur santé de Pictime Group, on est 300 personnes avec plus de 280 clients. Comme évoqué précédemment, on a été agréé en 2013 sur la partie santé, et on a passé la certification HDS il y a 2 ans, et on est ISO 27001 depuis 4 ans maintenant, avec une structure aussi pour accompagner le secteur de la santé dans cette certification HDS. Donc après une introduction sur les raisons qui nous amènent à se poser les questions d'internaliser et d'externaliser la certification, moi je vais présenter une partie sur les éléments clés pour faire ce choix de manière assez générique, et il y aura un retour plus précis du CHU d'Amiens sur cet accompagnement AGS. Alors, tout a débuté en 2016. Avec la réglementation qui régit ce que l'on appelle les groupements hospitaliers de territoire. Cette réglementation précise que les centres hospitaliers ont l'obligation de converger leur application vers une des mêmes briques fonctionnelles. Ce texte n'introduit donc pas, en fait, en tant que tel, un assouplissement sur les conditions d'hébergement. Ce qui veut dire que jusqu'à présent, que se passait-il ? Chaque établissement hébergeait ses propres applications chez lui, dans son établissement. Et finalement, il n'y avait pas, cette question-là ne rentrait pas véritablement en cause et n'était pas mise sur la table. Depuis 2016, clairement, si nous devons héberger en commun une même application, alors se pose la question de l'hébergement de données de santé. Et donc, ça veut dire qu'il faut poser cette question-là clairement sur la table et définir une stratégie commune sur l'ensemble des établissements que compose le GHT. Vous allez le voir, autant on peut définir des stratégies de convergence sur telle ou telle application, mais il faut véritablement se poser comme question au préalable de l'hébergement, parce que c'est le chemin qui mène à la convergence des applications. C'est obligatoire. Alors justement, sur est-ce qu'on doit faire un hébergement en interne ou en externe et sur quoi on va baser ses choix,
C'est ce que je vous propose de vous présenter ici. Alors, comme on l'a indiqué, cette convergence nécessite une mutualisation du système d'information qui fait poser la question de l'hébergement, mais tout ça se base d'abord aussi sur le schéma directeur du système d'information. Et ce schéma directeur va définir la stratégie, et c'est lui qui va permettre de déterminer le périmètre justement de cet hébergement. Donc ça, c'est un point important, puisque cet hébergement, il est là pour servir le schéma directeur. Et on va voir aussi que les différentes possibilités sont importantes. En fait, on parle d'héberger ou en interne au niveau du GHT, ou en externe, cloud ou hébergeur certifié. Mais en réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça, parce que quand on regarde les différentes possibilités, on va avoir des combinaisons des deux. On va avoir aussi des parties plus ou moins élevées dans cet hébergement et cette infogérance. Soit simplement, on peut imaginer qu'un GHT qui n'a pas les salles au niveau souhaite uniquement externaliser la partie hébergement physique. On peut aussi imaginer qu'il va proposer des services en IaaS en interne, ou utiliser des services providers certifiés pour faire cette offre IaaS. On peut imaginer que suivant les besoins de compétences sur les parties de base de données, par exemple, ils choisissent de fournir une solution en mode de PaaS pour de la donnée, ou aller chercher des applications en mode SaaS chez des éditeurs qui font de l'hébergement en externe et avec des partenaires certifiés, ou proposer ce mode SaaS à ses membres en interne. Mais même là, on s'aperçoit en fait que l'établissement support peut être le seul qui va faire cet hébergement, ou il peut aller faire participer aussi un ou plusieurs membres, suivant la taille justement. On peut avoir des GHT dans lesquels il y a plusieurs membres qui ont des moyens et des compétences, voire des salles techniques haut niveau. Et il peut être intéressant d'utiliser l'ensemble de ces ressources et de ces compétences pour atteindre l'objectif du schéma directeur. Mais on peut aussi utiliser en externe un ou plusieurs hébergeurs CHDS. On peut imaginer qu'on peut avoir des applications en mode SaaS réparties sur plusieurs hébergeurs. Après, attention, plus on va faire de répartition sur différents acteurs, plus les économies d'échelle auront du mal à s'exprimer totalement, et on ne va pas forcément atteindre cette partie financière de manière optimale. Mais ça peut tout de même être des choses intéressantes à regarder, parce que notamment, il y a pour certaines applications un manque de compétences en interne, alors que pour d'autres, il y a une forte maîtrise. Donc, une fois qu'on a dit qu'il y avait toutes ces possibilités, il faut pouvoir faire un choix. Et justement, ces choix, ils doivent se baser sur différents critères. Alors, ça n'a pas vocation à être exhaustif, mais c'est des critères qui nous apparaissent importants avec l'expérience. Un premier critère, c'est la maturité des équipes de la direction des services numériques dans la gestion du système d'information. Cette maturité, elle doit être étudiée parce qu'on va basculer dans un mode fournisseur de services. Donc, le service numérique du GHT doit fournir un service à ses différents membres. Et c'est une position qui nécessite une certaine maturité que tous les établissements n'ont pas encore atteint. Au-delà de cette maturité pour fournir un service, c'est bien de se dire aussi on est capable d'appliquer des processus de manière rigoureuse, reproductible, avec tout le mode Plan, Do, Check, Act systématique, en générant les preuves, la traçabilité nécessaire à la certification. Donc cette maturité, elle doit être étudiée pour voir la marche qu'il y a à fournir si on veut faire ça en interne. Et même si on externalise, il faut aussi s'assurer de la maturité des équipes à piloter un prestataire extérieur, un fournisseur extérieur, parce que c'est aussi quelque chose qui doit être piloté et maîtrisé. L'autre point important, c'est évidemment les ressources humaines disponibles, donc les équivalents temps plein au sein de ces équipes, ainsi que leurs compétences, s'assurer qu'on couvre toutes les compétences nécessaires. Et comme on l'avait évoqué tout à l'heure, ça peut être, par manque de compétences, des besoins d'externalisation qui vont s'exprimer assez facilement, ou au contraire, pour une DSI d'une quarantaine de personnes, il est probable qu'on soit en mesure de trouver les différentes compétences. Le point important de cette partie hébergement mutualisé en sécurité, c'est bien la partie sécurité du système d'information.
Et donc là, on va devoir retrouver tous les aspects qui vont, justement, on a parlé tout à l'heure des salles d'hébergement, donc de leur sécurité, mais aussi des locaux où sont faits l'infogérance, à la capacité d'exploiter des systèmes d'exploitation de manière sécurisée, des bases de données, des applicatifs, gérer des droits, des accès, pouvoir détecter des intrusions, réagir à ces intrusions, donc toute une partie gestion des incidents et des incidents de sécurité en particulier. Donc tout ça est à estimer pour voir quelle est la marche qui doit être franchie et donc quels moyens, aussi bien en termes d'outillage qu'en termes éventuellement de formation, doivent être mis pour le combler. Et si ces moyens sont trop importants, ça peut être intéressant de regarder à l'externalisation. Autre point important qui est souvent négligé, c'est que dans le cadre de l'internalisation, il est important de se rendre compte que ce n'est pas un projet qui est uniquement au niveau de la direction des services numériques et du système d'information, mais c'est bien quelque chose qui doit être transverse. Donc on doit être en mesure d'aller chercher l'adhérence et l'implication d'autres services, notamment les ressources humaines, puisqu'on parlait de la partie formation et transformation éventuellement de certains rôles. Mais aussi, un point important, c'est la direction qualité, puisque celle-ci a l'habitude des systèmes de management de qualité, et il y a de fortes similitudes entre un système de management de la qualité et un système de management de la sécurité de l'information. Donc ils sont là pour aider et appuyer le projet de manière importante. Bon, il y a aussi beaucoup d'aspects juridiques, parce qu'on va devoir travailler sur des systèmes de convention entre l'établissement support et les membres. Voire pourquoi pas d'opportunité de proposer des conventions vers d'autres centres hospitaliers extérieurs au GHT. Toute la partie achat est importante pour intégrer dans tous les parties contractuelles tous les éléments juridiques, réglementaires, RGPD, pour être conforme justement à ces aspects juridiques et réglementaires. Les aspects techniques, enfin les services techniques pour tout ce qui est mise à niveau éventuellement de la partie salle d'hébergement, sur la partie contrôle d'accès physique, la partie vidéosurveillance, mais aussi des locaux qui servent à l'infogérance. Et aussi, il y a des acteurs du GHT comme le RSSI ou le DPO qu'il faut évidemment embarquer dans ce projet, d'ailleurs que ce soit en interne ou en externe, et le DIM de territoire. Bon, après, il est évident que la partie coût est une partie importante et c'est souvent elle qui va faire office de choix, mais ça ne devrait pas être le seul élément à prendre en compte, puisque... Par contre, comme élément important pour compléter les propos de Fabien, ce qu'il faut bien avoir en tête dans cette partie coût, ce sont le coût pour devenir hébergeur de données de santé, c'est-à-dire l'acquisition du matériel, mais aussi finalement les coûts tels qu'on va se répartir les coûts entre les différents établissements qui vont utiliser le service d'hébergement. Je donne un cas concret. Une fois que l'on précise qu'on devient hébergeur, qu'on a un serveur qui est donc utilisé par l'ensemble ou une partie des établissements du GHT, comment est-ce qu'on se répartit les coûts de cet hébergement? C'est aussi une des questions qu'il faut bien avoir en tête. Et enfin, peut-être pour compléter, les aspects politiques. Très clairement, c'est est-ce qu'on veut une gouvernance à conserver les données, c'est-à-dire à être certain que les données les plus critiques se situent dans l'établissement, enfin dans le GHT, ou est-ce qu'au contraire, politiquement, on se dit on n'a pas un enjeu sur ces données-là à ce qu'elles soient internalisées et donc véritablement présentes dans l'établissement, mais plutôt positionnées à l'extérieur. Tout à fait. Donc sur les aspects coûts, effectivement, on a parlé des coûts pour l'acquisition du matériel, des logiciels, voire des coûts pour l'externalisation. Il y a effectivement, dans le cadre de l'internalisation, le fait qu'on passe en mode service, de définir les unités d'œuvre et donc d'estimer les coûts pour avoir le prix de revient et vérifier qu'en fait, on va être en mesure d'offrir aux membres des unités d'œuvre qui sont attractives et pas moins attractives que par l'externalisation. Donc, si vous êtes dans cette phase de réflexion, effectivement, vous devez prendre en compte tous ces aspects pour prendre votre décision. Dans ce cadre-là, on peut effectivement, côté Corail, vous accompagner à travers une étude préalable HDS qui a été éprouvée puisqu'on l'avait déjà démarré il y a plus de 3 ans, déjà à l'époque de l'agrément. On a aussi un accompagnement à la certification qui est possible.
et il est pragmatique parce que nous sommes nous-mêmes certifiés, donc les conseils qu'on vous donne, on les vit au quotidien, et donc on sait ceux qui sont facilement implémentables et ceux qui sont plus difficiles. Et on a des intervenants qui ont des profils variés pour compléter les compétences de vos équipes, que ce soit des gens type lead implémenteur, lead auditeur, des DPO, des personnes en expertise technique sur des infrastructures ou sur des aspects sécurité ou logiciels de sécurité. Mais le mieux pour ça, c'est effectivement d'avoir le retour d'expérience du CHU d'Amiens. Alors, donc, comme je l'ai précisé, effectivement, le fait de converger les applications, on est obligé de se poser la question sur l'hébergement. Lorsqu'on a une application dans un établissement, on maîtrise les enjeux en termes de disponibilité. On peut avoir une certaine visibilité sur les opérations de maintenance à conduire. Or, dès que l'on commence à changer d'échelle, à finalement avoir une échelle qui s'adresse non pas à un établissement, mais à 5, 6, une dizaine, voire au-delà, il faut bien évidemment avoir en tête que la disponibilité des applications qu'on propose, elle doit changer, elle doit mûrir, elle doit être tout autre. Aujourd'hui, je pense que vous le vivez au quotidien, rien de plus agaçant lorsqu'une application ne répond pas ou ne répond pas rapidement dans des taux de disponibilité, des taux de performance qui sont acceptables. Et donc, c'est pour ça qu'il faut avoir cette réflexion. Le deuxième point, c'est la convergence. Aujourd'hui, lorsqu'on souhaite converger, une des premières questions, c'est de dire, au-delà du fait de choisir une application, c'est de dire, est-ce qu'on va se la partager en commun? Et donc, ça peut être un véritable enjeu, c'est-à-dire, tout le monde est d'accord pour partir sur le même DPI, mais vous comprenez bien que l'enjeu également d'une convergence, c'est de dire que l'application est ce que l'on appelle multi-entité juridique. Ça veut dire qu'un même environnement physique peut être partagé de manière logique sur l'ensemble des acteurs, parce qu'en fait, de cette manière, on va pouvoir réellement mutualiser les coûts. Si, à l'inverse, on dit qu'on converge l'application, mais que finalement, la même application est déployée X fois, là, en fait, on le voit bien que c'est quelque chose qui n'est pas cohérent sur du long terme, et qu'en fait, une question de mutualisation, la question de la mutualisation, elle n'est pas répondue. De la même façon, dire qu'on externalise un hébergement, mais que c'est un pur lieu de stockage, là encore, ce n'est pas une réponse cohérente, à mon sens, sur la convergence. Parce que lorsqu'un établissement sait qu'il peut héberger chez tel ou tel hébergeur, finalement, il n'a pas quelque part une contrainte sur le temps, il sait que le coût de l'hébergement, il est connu à l'avance, et il n'y a pas une certaine volonté à dire finalement commençons véritablement à travailler entre les établissements. Donc c'est pour ça que véritablement héberger surtout une application multi-entité juridique est structurant pour partager non seulement l'application, mais aussi les coûts. Et de là derrière, finalement, la décision, soit d'internaliser, soit d'externaliser, elle n'est pas si évidente que ça. Le Graal n'est pas forcément d'internaliser. Je reviens sur les propos qu'a précisé tout à l'heure M. Dachicourt. Le fait de répondre à l'ensemble des éléments et des questions qui étaient dans les critères vous permet d'avoir des éléments de réponse sur est-ce qu'il vaut mieux internaliser ou externaliser. Je prends un cas concret. Une application qu'on va qualifier de non critique, d'accord, dont le coût de l'hébergement est raisonnable, est-ce que véritablement c'est un enjeu de devenir hébergeur de données de santé, surtout si cette application n'est pas critique? Donc c'est pour ça que, surtout, il faut bien avoir à l'esprit, est-ce que c'est stratégique de dire on va vers de l'internalisation ou au contraire on externalise, notamment une des pistes, c'est les questions que nous avons évoquées tout à l'heure. Donc, comme on l'a précisé justement, une des réponses à ces questions que je dirais qui est aussi important à avoir à l'esprit, c'est que la démarche de certification n'est pas anodine, d'une part en termes financiers, bien évidemment en termes RH, mais aussi en termes de délai de réalisation.
Nous, aujourd'hui, le délai de réalisation entre le top départ avec lequel nous avons débuté et aujourd'hui, il s'est quand même écoulé plus de 18 mois. Donc, ce qui veut dire que quand même, il faut avoir à l'esprit ce délai de réalisation. Aujourd'hui, on sait bien également que les DSI sont fortement sollicités et quand un directeur général vient vous voir et vous dit « j'ai besoin de telle application, il me la faut pour hier », forcément, vous comprenez que quand une des positions, c'est de dire il faut attendre 2 ans avant d'être certifié hébergeur de données de santé, là, il y a des éléments et des critères qui ne sont pas forcément en cohérence avec la réalité du terrain. Donc, bien avoir en tête ce niveau de délai de réalisation. Et enfin, ce que je précise un petit peu en filigrane de cet item, c'est de dire que le choix de l'internalisation n'est pas forcément le Graal et la réponse à l'ensemble des interrogations. Par contre, ce que je peux quand même dire, c'est que typiquement, pour des applications qui sont critiques et qui sont au cœur du métier, donc pour nous, la santé, bien évidemment, forcément, un des éléments de réponse, c'est effectivement de pouvoir dire ah oui, l'internalisation est quand même cohérente. Je donne un exemple. Donc, le CHU d'Amiens, c'est au total 800 serveurs virtuels, à ce jour à peu près. Vous comprenez bien que la masse, la quantité de serveurs qui est déjà présente représente une certaine taille critique, et donc externaliser l'ensemble de ces serveurs, de prime abord, peut ne pas avoir un sens. Donc voilà, ça fait partie des éléments de réponse. Alors, doit-on être accompagné? Alors moi, je dirais là, pour le coup, je suis assez catégorique, c'est certainement. La certification, elle ne s'invente pas. Certes, il y a des bases, toutes les normes ISO, mais là, pour le coup, de prime abord et compte tenu aujourd'hui des différentes contraintes, il faut absolument être accompagné. Alors maintenant, qui choisir? Notre position, finalement, ça a été de se tourner vers les marchés auxquels les groupements hospitaliers ont accès. Ma position, c'est que de prime abord, les acteurs majeurs du marché sont tout à fait capables d'accompagner les établissements. On l'a bien vu chez mes confrères, chez les différents centres hospitaliers, tout le monde n'a pas choisi Corail. Et pourtant, ils ont tous été certifiés. Bon, alors, nous, il y a 2 éléments qui nous ont incités à choisir Corail. Le premier, c'était de dire que finalement, Corail est hébergeur de données de santé. Donc, naturellement, il a déjà obtenu, alors à l'époque, c'était l'agrément, parce qu'on était, on était dans cette phase où c'était la fin de l'agrément, le début de la certification. Et puis, le deuxième élément, un petit peu à l'image de ce que j'ai pu vous dire, c'est la porte ouverte que l'on avait potentiellement pour un projet stratégique, de se dire, OK, ce projet stratégique, il arrive, il nous le faut pour demain, pour hier, potentiellement, on se dit, on peut le faire héberger chez Corail sur une durée de démarrage de projet. Ainsi, dès que le CHU d'Amiens serait certifié HDS, il pourrait le récupérer. Et donc, ces 2 éléments clés ont effectivement fait pencher la balance sur Corail. Après, comme je vous dis, mes autres confrères sont également effectivement satisfaits des autres sociétés de services. Ce qu'il faut voir également, c'est qu'il faut se positionner avec une équipe projet dédiée dans l'établissement. C'est très important. L'AMO accompagne. Qui c'est qui passe la certification? C'est quand même bien l'établissement. Donc oui, on a besoin d'accompagnement, mais c'est l'établissement qui passe la certification. Donc l'établissement est passé par l'équipe projet. Et clairement, mon retour d'expérience que je peux vous faire, c'est de dire qu'il faut véritablement au moins une personne dédiée sur un laps de temps qui, pour moi, paraît cohérent de 2 ans, avec quelqu'un qui est présent dans les équipes de la DSI, donc qui connaît les process des DSI, le mode de fonctionnement, la DSI au quotidien, et qui est un gage, finalement, en termes techniques, et aussi d'adaptation dans la qualité. Bien évidemment, comme on l'a dit en préambule, la certification, c'est quand même basé essentiellement sur de la qualité.
Donc il faut bien que ce terme de qualité au sens stricto sensus puisse commencer à être intégré dans les DSI. Jusqu'à présent, les DSI avaient une vision très technique des choses. Là, aujourd'hui, on a besoin d'adopter un petit peu plus de process de qualité au sens strict du terme. Alors, en guise de conclusion de là où nous en sommes, c'est de dire finalement comment mesurer le chemin parcouru. Quelque chose qui nous a paru finalement très intéressant et très révélateur du chemin parcouru, c'est de dire, dès le démarrage, on fait une analyse de risque. On sait où on en est. On fait une photo à un instant T. Et l'année d'après, on reprend une même photo du chemin où nous en sommes et on peut mesurer l'avancement. Parce que véritablement, on sait que dans l'analyse des risques, forcément, idéalement, on voudrait prendre le moins de risques possible, mais c'est quelque chose qui nous permet de mesurer avec des indicateurs où est-ce que nous en sommes. Ce qui est également très intéressant, c'est de dire dans la démarche, c'est de se positionner en termes de contractualisation des services offerts, c'est-à-dire de bien positionner et de bien mettre un curseur sur ce qui relève du périmètre de l'hébergeur et ce qui ne relève pas du périmètre de l'hébergeur, pour clarifier. Jusqu'à présent, dans les systèmes d'information hospitaliers, je vais le dire naturellement, entre établissements, on est un petit peu tous dans le même bateau. D'accord ? C'est pas parce que le CHU représente 60% du GHT Somme Littoral Sud qu'on ne va pas aider le petit copain qui est le petit établissement qui ne représente que 1%. On se sent tous dans le même bateau. D'accord ? Une fois qu'on a dit ça, très bien. Mais il faut quand même qu'on ait à l'esprit de où est le périmètre, à quel endroit on borde le périmètre. Et bien évidemment, le partage des différents métiers, puisqu'on s'aperçoit que dans cette certification, on l'a vu, on l'a bien expliqué, il n'y a pas que la DSI et que l'infrastructure technique dans une DSI qui est impliquée, mais l'ensemble des métiers. Donc un des éléments aussi que moi je peux apporter, c'est que cette de la certification permet, autour de la table de la démarche HDS, de mettre en place les différents secteurs et de faire parler les gens entre eux. Voilà. J'espère que cette présentation vous a paru assez claire. Écoutez, on est ouvert à vos questions. Bon, on attend même vos questions avec impatience, parce que c'est intéressant du coup de partager ces retours concrets par rapport à vos propres interrogations. Merci beaucoup. Merci, je pense qu'on peut vous féliciter, vous applaudir. Vous parliez donc de 18 mois, là vous en êtes à 18 mois, c'est ça ? Oui. Et vous avez prévu quelles échéances Alors, donc en fait, on doit faire un passage de certification à blanc, qu'on va qualifier à blanc fin novembre. On se laisse 3 à 4 mois pour corriger, bien évidemment. Forcément, nous allons avoir des remarques. Et donc, à la fin du premier trimestre, nous souhaitons passer cette certification. Juste, félicitations. Merci. C'était une parole de FSSI. Bravo.